Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous proposer un enregistrement hors série pour notre balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Car aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir Diane Borgia en vidéoconférence. Diane Borgia est criminologue et psychothérapeute spécialisée en dépendance affective et codépendance. Nous allons donc consacrer ce podcast à ce sujet. Diane, mais bien sûr, va nous en dire beaucoup plus long en nous partageant son vécu, notamment comment elle en est venue à écrire son livre « L'amour toxique », qui est pour nous ici un livre de référence. À la fin de la rencontre, dans notre segment « La boîte à outils », on va à nouveau vous partager quelques pratiques très simples à mettre en œuvre. Et toujours, merci au projet DataAid, géré par Centraide, qui nous permet d'avoir du matériel de haute qualité. Pour le plaisir de vos oreilles, on l'espère. Les voix que vous entendrez sont celles de l'équipe d'intervenants, Mario. Bonjour. José. Bonjour. Sébastien. Bonjour. Hi. Et moi-même, Catherine. Bonjour Diane et grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors pour commencer, Diane, pourrais-tu nous raconter comment tu en es venue à écrire ton livre « L'amour toxique » ? Bon, d'abord, ce livre-là a pris plusieurs dizaines d'années à mijoter. En fait, c'est le résultat de ma clinique des 20 premières années. Comme la plupart des gens, j'ai été moi-même affectée du problème de codépendance, dont je vais vous parler plus amplement tantôt. Et de mes recherches, de mes études, et par la suite d'une pratique clinique de plus de 20 ans, j'en suis venue justement à l'écriture de ce livre en 2011, dont la sortie a eu lieu en 2011. Puis, cette fameuse fleur de dépendance sur laquelle on se base ici aussi, comment elle est née dans ton esprit? Bien, en fait, le concept de codépendance est né suite, comme je le mentionnais tantôt, il y a eu beaucoup de recherches de ma part, de lectures. Donc, quand je me suis intéressée de façon plus précise des années auparavant au problème de codépendance, ben, j'ai moi-même fait plusieurs années des groupements à l'ANON. Un groupement à l'ANON dans lequel, oui, je trouvais des gens à l'écoute. Il y avait des services, il y avait une certaine forme d'aide, mais je ne trouvais jamais de réponse à ma question. Mais c'est quoi le problème de fond que je vis, que je rencontre? Alors, c'est en faisant la revue de nombreuses lectures que je me suis mis à mettre ensemble des éléments qui, à mon avis, pouvaient correspondre davantage à un thème ou un élément par rapport à un autre élément. Donc, plus se poser la question sur les causes que les comportements. J'en suis venue à mettre des éléments ensemble et ça a donné 4 éléments dans le noyau central. Donc, ces 4 éléments-là contribuent d'abord et avant tout au développement d'une première dépendance qui est présente chez l'ensemble des codépendants, c'est la dépendance émotive. Mais d'abord, revenons au noyau central. Le noyau central, lui, comporte les 4 éléments. Donc, le premier, c'est le manque d'objectivité, c'est-à-dire des illusions, des croyances fausses, des scénarios à propos de la vie, à propos de l'amour, etc. Le deuxième élément qui est l'identité négative, là, on va retrouver beaucoup d'éléments sur une mauvaise estime de soi, qu'on dit souvent. On parle de mauvaise estime de soi. L'identité négative peut comporter aussi de la dévalorisation, de l'infériorité, une mauvaise connaissance de soi, de ses capacités, etc. Ensuite, on a évidemment le besoin qui est très présent chez le codépendant, le besoin d'amour, que ce soit d'aimer ou d'être aimé, ou les deux, et le besoin de contrôle.
Le dernier élément étant l'immaturité émotionnelle. Donc, ces éléments au noyau central, entraînant ces deux dépendances émotives et affectives, bien sûr que ça engendre beaucoup de douleur. Quand je parle de douleur émotive, affective, de la souffrance. Et cette souffrance-là, bien souvent, le codépendant va prendre une activité X dans son quotidien, un peu pour s'évader de cette souffrance-là, parce qu'il ne sait pas comment gérer la souffrance. Ça peut être les relations amicales, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi le jeu, la sexualité compulsive, la pornographie, l'alcool ou la drogue, peuvent être des moyens de fuite de cette souffrance engendrée par ces deux dépendances et ces dépendances engendrées par le noyau central. Et ces éléments-là, je ne les retrouvais pas dans les lectures que je faisais à l'époque, tant et si bien que ce qui m'a amené en fait à l'écriture de ce livre, qui, d'ailleurs, je pense que même s'il est écrit depuis 2011, le fond de la codépendance et ma vision de la codépendance n'a pas changé maintenant après 35 ans. Ah oui. Fait que pas de deuxième édition en cours, là. Il y aura peut-être une réédition améliorée du livre, mais il n'y aura pas de changements fondamentaux là, à l'intérieur du livre. Ben, merci beaucoup, Diane, pour toutes ces précisions. Avez-vous le goût de... C'est drôle parce que moi, Diane, je la connais parce qu'elle a été ma psychothérapeute et j'ai découvert le livre Amour toxique dans une bibliothèque municipale. Et je me suis effondrée entre les rayons quand j'ai commencé à lire le livre parce que je me suis dit, je suis pas folle, je suis pas bipolaire, j'ai pas un trouble de la personnalité limite, je suis une dépendante affective. Et là, ça a été une révélation pour moi, puis s'en suivi un bel accompagnement avec Diane, puis de revoir ta forêt derrière, parce que nous, on la voit sur ordinateur, ça me rappelle beaucoup, ça me fait vivre beaucoup d'émotions. Moi, ce qui me vient naturellement, Diane, c'est, je pense que la distinction que les gens ont de la difficulté à faire entre dépendance émotive et dépendance affective. Comment tu fais pour sortir du stéréotype de la dépendance affective qui est beaucoup axé sur, ben là, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être en couple tout le temps, je suis tout le temps en relation avec quelqu'un. Comment tu t'es clarifié cette image-là à l'intérieur de toi? Bien, en fait, du moment où la personne utilise dans son vocabulaire le mot besoin, là, pour moi, là, les cloches sonnent. Là. Il y a une grande fan de ce mot-là, toi. Comment tu dis? J'ai dit, t'es une grande fan de ce mot-là, je crois, de ce concept-là. Bien, en fait, le besoin d'amour, malheureusement, c'est un concept qui a été enseigné et, à mon avis, mal enseigné, très souvent. Si mon bien-être dépend de mon compte en banque, de mon patron, que dépend de ma consommation ou de mon chum ou de mon mari, si mon bien-être dépend de ça, psychologiquement, j'en ai besoin pour me sentir bien, là, c'est un élément de dépendance. Alors, si je dis, j'ai besoin d'un marteau, je vais dire, pourquoi? Quel est l'objectif? J'ai besoin d'un marteau pour planter un clou. Et là, je me pose la question, est-ce remplaçable ou irremplaçable? Si c'est irremplaçable, je vais garder le mot besoin. J'ai besoin d'un clou si je veux planter un clou. Alors là, c'est irremplaçable. Je ne peux pas remplacer le clou par une feuille de papier ou n'importe quoi. Un clou, c'est un clou. Donc, pour planter un clou, j'ai besoin d'un clou. Dans ce cas-là, c'est irremplaçable. Mais ai-je besoin de façon irremplaçable d'un marteau pour planter un clou? Bien, la réponse est non. Probablement plus utile, par exemple. Ça peut être utile, mais c'est là qu'il y a le problème. C'est que les gens croient que parce que c'est plus facile, parce que c'est utile, ils croient que c'est essentiel et nécessaire pour atteindre un objectif. Si c'est un faux besoin,
À ce moment-là, je dois nécessairement remplacer j'ai besoin d'un marteau pour planter un clou et je dois dire que c'est une préférence. Hmm. Je préfère un marteau, c'est plus facile, c'est plus aisé, mais j'en ai pas strictement besoin pour planter un clou. Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est surtout par rapport à la dépendance affective où on a souvent tendance aussi à associer le visage de quelqu'un. Donc, j'ai besoin de l'amour, mais de cette personne-là, ce qui fait que les gens vont s'accrocher encore plus à cette personne-là. Mm. Absolument. Et c'est un peu comme j'ai absolument besoin du marteau que mon grand-père m'a donné en 1936. C'est celui-là que j'ai besoin pour planter mon clou. Voyez-vous, c'est pas juste j'ai besoin d'un marteau, là. J'ai besoin d'un marteau spécifique. Mais dans l'amour, dans la relation toxique, dans ce que j'appelle la dépendance affective, qui la seule distinction avec la dépendance émotive, c'est la dépendance émotive, j'ai besoin de n'importe quel marteau. Mais la dépendance affective, j'ai besoin de cette personne spécifiquement dans ma vie pour me rendre heureuse ou heureux. Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, Diane, puis ça m'a inspiré un dicton, puis je le répète souvent dans mes ateliers. C'est si je fais pas partie du problème, je fais pas partie de la solution. Donc, puis l'opposé est très plausible aussi. Si je fais partie du problème, mais je fais partie de la solution. Donc, si ma vie dépend d'un objet extérieur, ben, ça dépend plus de moi. Puis ça devient franchement aliénant. Puis quand on parle de reprendre le pouvoir sur sa vie, je pense qu'il y a une partie de l'équation qui nous échappe quand on met ça dans les mains d'une image extérieure. Moi, je trouve que ça redonne beaucoup de liberté et d'autonomie. Ils ont le pouvoir de nous rendre malheureux ou ils ont le pouvoir de nous rendre heureux. Et tant que je reste dans cet état ou cette pensée de victimisation ou de victimisme, bien, je ne développe pas mon pouvoir de me prendre en main et de développer mon autonomie. Justement, Diane, comment travailler sur ces axes dont tu nous as parlé, ces 4 axes-là qui sont dans le cœur de la fleur de dépendance? Comment travailler dessus augmente notre pouvoir d'action et notre liberté? Mais en fait, comme on sait que les pensées sont la principale cause des émotions, quand je mets pensée, croyance, interprétation, scénario, etc. Donc, comme on sait que la base cause des émotions réside dans les pensées et que les émotions amènent des comportements, bien, quand j'ai compris l'ensemble des éléments du noyau central, bien, j'ai pu comprendre que le manque d'objectivité et le besoin d'amour et de contrôle sont 2 concepts qu'on peut travailler au niveau de la pensée, au niveau des croyances, au niveau des interprétations. Donc, le manque d'objectivité et le besoin d'amour et de contrôle, on va le retravailler davantage au niveau des pensées, alors que l'identité négative et l'immaturité émotionnelle, là, on parle d'émotions. Quand je parle d'infériorité, de dévalorisation, de manque de confiance en mes capacités. Donc, tout ça, là, on le rejoint au niveau émotionnel. Donc, c'est les 2 axes avec lesquels je travaille avec ma clientèle, c'est-à-dire soit qu'on va travailler au niveau de l'émotion ou on va travailler au niveau de la pensée. Moi, j'ai toujours donné préséance à l'émotion. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont avoir une espèce d'évasion de leurs émotions dans la pensée. Donc, la rationalisation, la justification, le blâme des autres. Donc, ça soulage. Et si on ne travaille pas, d'abord et avant tout, chez les personnes atteintes de codépendance, à l'accueil, à l'identification des émotions, pour après travailler aux pensées qui les causent, mais on risque à ce moment-là de renforcer leur mécanisme de défense. Mhm. Donc, Quelque chose qui s'appelle la maladie des émotions pour plusieurs. Je pense que c'est important d'adresser cet aspect-là assez rapidement. Puis je pense que c'est un enjeu qui est au cœur de plusieurs problématiques. souvent, on va rencontrer chez ces personnes-là une forte tendance à la rationalisation, à la justification, à la minimisation. Donc, chez ces personnes-là, comme ils sont déconnectés de leurs émotions,
Ben, on doit accorder plus d'importance à la prise de contact des émotions, accueillir ces émotions, accueillir la souffrance. Des personnes souvent qui ont très peur de la folie, très peur de ressentir. Donc, amener ces personnes à ressentir avant d'utiliser les mécanismes, les outils, en fait, de gestion des émotions. Merci beaucoup, Diane. Mais justement, tu parles d'outils. Puis, on a instauré un nouveau segment la fois passée qui s'appelle notre boîte à outils. Et donc, les intervenants, et toi, si tu veux, on partage aux auditeurs des petites pratiques très simples pour aller donc aujourd'hui vers plus de sécurité affective. Moi, ce que j'utilise encore et que je vous invite à utiliser, c'est l'écriture. Minimum 5 minutes par jour si vous aimez pas écrire. Papier, crayon, pour moi, ça reste un des thérapeutes les plus importants dans votre vie pour vous reconnecter à vous, pour jeter sur papier les émotions, les situations, ce qui vous habite, pour vous permettre de vous reconnecter à vous. Alors, papier, crayon, pas sur un ordinateur, là, vraiment un papier, un crayon, et je livre à mon journal personnel ce qui se passe à l'intérieur de moi. Diane, ton Puis outil? moi, je peux donner un petit truc ou un leitmotiv, c'est se donner le droit d'exister, se donner le droit d'être heureux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées de codépendance qui ne s'accordent pas ce droit-là pour toutes sortes de raisons. Donc, donnez-vous le droit d'être heureux, donnez-vous d'abord le droit d'exister, d'être qui vous êtes. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, Diane, hein, ce qu'on voit en dépendance affective, qu'on est beaucoup focusé sur ce que l'autre veut, hein, sur ce qu'on croit que l'autre a besoin. Et donc, on se décentre. Et moi, mon petit truc, c'est de revenir dans mes bottines. Je me vois, j'imagine comme des fils où je me vois sur l'autre et je fais le geste avec mes mains de me ramener en moi et je me vois descendre avec mes jambes, mes pieds dans mes bottines. Je me remets dans les sensations de mon corps et je me demande qu'est-ce qui est important pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi j'ai le goût? Est-ce que j'ai le goût de faire cette action ou pas? D'aller vers ça ou pas? Très simplement. Je me demandais ce que tu faisais. C'est ça, tes simagrées. Oui, je me ramène de mes fils. Puis moi, ce que je suggère souvent à mes participants, aux personnes que je rencontre quand on parle d'émotions puis qu'ils me disent « Moi, je ne ressens pas d'émotion, je ne sais pas ce qui m'habite », je leur suggère toujours, c'est de passer par la respiration et de prendre contact avec leur corps. Parce que l'émotion passe par le corps avant de passer par le ressenti, si on veut, verbal. Donc, de prendre conscience de leur corps, ce qui se passe dans leur corps, pour ensuite commencer à nommer l'émotion qui les habite. Fait que si j'avais un truc à donner, ce serait revenir vers soi et prendre conscience de ce qui m'habite dans mon corps. Moi, c'est plus une image, pour ceux et celles qui me connaissent, quelqu'un de très analogique, métaphorique. Quand vient le temps de parler de dépendance affective, mon outil est plus orienté vers ça. En fait, c'est une technique d'impact que j'aime bien utiliser. Alors, je suis désolé d'avance si je scrape le punch. En rencontre individuelle, c'est quelque chose qu'on peut faire avec soi, à la maison. C'est un peu moins intéressant. Avec une personne de confiance. C'est s'imaginer qu'une personne qui compte pour nous sorte du local dans lequel on est. Donc, je demande toujours à la personne, imagine que je sors du local. Puis la personne se fait cette image-là. Je lui demande si elle a cessé d'exister parce que j'ai quitté la pièce. Et rationnellement parlant, elle me répond que non, j'existe encore, c'est juste que elle ne me voit plus et je ne la vois pas. Juste pour illustrer, ça a l'air banal, mais c'est une image qui amène la personne à prendre conscience qu'elle a l'impression souvent que la distance physique ou le manque de communication, souvent les textos là, en 2023, ou le fait de se faire ghoster ou que les gens ne répondent pas immédiatement, qui peut être source d'anxiété. Moi, je trouve que ça amène bien la personne à faire la prise de conscience que c'est quelque chose qui, pour elle, est fragile.
à l'intérieur d'elle, la distance physique, mais qu'elle doit se rappeler que c'est pas parce que la personne n'est pas présente avec elle pour la rassurer ou pour la valider dans son existence ou la valider dans l'amour qu'elle, entre guillemets, mérite ou qu'elle est digne de recevoir. Donc, c'est une image qui est forte, qui parle et qui est très utile en suivi individuel. Merci encore, Diane, d'avoir été avec nous dans ce podcast pour toute ta générosité, la richesse que tu nous as apporté, toutes ces clarifications-là. Et merci à tous de vous. Comment vous êtes sentis justement pendant ce podcast, chacun? Ben moi, ça m'a vraiment, parce qu'on l'utilise beaucoup ici, la fleur de dépendance, puis de l'entendre expliqué comme ça par Diane, je trouve que c'était tellement clair, puis ça va être très utile à nos auditeurs de l'entendre d'une autre bouche, puis en plus de la bouche de l'auteur d'Amour toxique. Donc, c'est un beau privilège pour nous ce matin, puis c'est un beau privilège pour eux aussi. Donc, je suis remplie de gratitude. Merci beaucoup, Diane. Moi, j'ai le goût de faire la rénovation. Je sais pas pour vous, j'ai le goût de taper avec un marteau. L'exemple de Diane qui est très imagé, comme je l'apprécie. Puis ça m'a renforcé un peu j'ai l'impression que ce qu'on fait ici, on n'est pas dans le champ. Je trouve qu'on se base sur quelque chose de solide, qui a démontré ses preuves au point de vue intellectuel, oui, mais au point de vue aussi, les résultats que ça donne au quotidien. Puis je pense les témoignages, on ne se tente pas de les entendre. Puis d'avoir un témoignage de la sorte qui provient de la bouche de la personne qui a passé de son propre vécu pour essayer de comprendre puis mieux pouvoir aider les gens. Mais je trouve que c'est remarquable. Puis il y a une part de ça je trouve, qui est enrichissant, non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous écoutent, j'ose croire. Bien, pour moi, c'est un privilège de vous avoir rencontré et connu parce que je travaille beaucoup avec votre livre. Je suis tout nouveau ici à l'unité Don-Rémy et je dois vous dire que malgré tout le bagage que j'ai, votre livre a un immense impact. Il y a des connaissances dans ce livre qui ont eu un impact sur ma vie personnelle et je peux le voir aussi quand je le partage avec les participants à quel point que oui, ça l'ouvre des avenues, des perceptions. Moi, celle qui m'a le plus frappé, c'est l'âge affectif d'un enfant de 5 à 8 ans. Ça m'a tellement permis de comprendre mon comportement et vous m'aidez à devenir un adulte au niveau affectif et je vous en remercie. Oui, d'ailleurs, c'est tous les lundis de 7h à 9h. Mario donne un atelier basé sur le livre L'amour toxique, Diane. Moi aussi, je dois dire, tant qu'on est là à partager, la première fois que j'ai lu, parce que quand on est engagé ici, c'est notre devoir avant d'arriver, c'est de lire ce livre-là. Évidemment, Josie, elle l'avait déjà lu depuis longtemps. Alors, Diane, veux-tu dire un mot de la fin? Moi, j'aurais le goût de terminer en invitant les auditeurs, les auditrices. Vous parliez de petits trucs tantôt. J'ai moi-même un podcast, Pensez heureux, qui est disponible soit directement à partir de mon site dianeborgia.com. Ce podcast est sur le bonheur des outils de bonheur. Donc, c'est des petits messages d'une dizaine de minutes chaque semaine. J'invite les auditeurs et auditrices. Ceux et celles qui voudraient aller plus loin que ça, bien sûr que les formations sur les motivationnels, sur la codépendance, tout ça est disponible là, sur mon site de ma plateforme de formation qui est à ieri-formation.com. Donc, toutes ces formations, puis il y a quelques formations qui sont gratuites. J'invite les gens à s'y plonger. Merci beaucoup, voilà. Diane, pour toutes ces ressources. Alors, nous, ici, on va continuer à mettre nos ressources en œuvre pour enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté nous attend. L'équipe est là pour vous, au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web donremysteterese.com. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Bye.